Bonjour à tous, bienvenue sur comicsblog.fr. Aujourd'hui, rencontre avec Elsa Chartier et Pierrick Collinet, duo de scénaristes et artistes, qui ont lancé leur nouvelle mini-série The Infinite Loop, Nothing But The Truth chez IDW après le succès du premier volet qui est publié chez Glénat Comics. Et on va également parler de leur nouveau projet Star Wars Adventures. Salut Elsa et Pierrick. On va parler un peu de votre actualité chez Glénat, mais aussi en VO. Du coup, on va commencer par votre nouvelle mini-série The Infinite Loop. Donc, compte tenu de la fin quand même du premier titre, pourquoi avoir choisi de revenir sur cet univers avec ce nouveau titre? Pourquoi avoir continué déjà, on aimait beaucoup les personnages. On a quand même, c'est un bouquin qui nous est vraiment cher. C'est le bouquin qui a lancé notre carrière. Et c'est des personnages qu'on aime énormément. Et ça faisait 2 ans déjà, à peu près, qu'on avait fini. Et pendant un an et demi, on n'a pas du tout eu envie de le refaire. Et il y a 6 mois, on s'est dit, ça nous démangeait un petit peu et on s'est lancé. Juste l'envie de reprendre les persos. Oui, en fait, oui, déjà on adore les personnages et ils commençaient à vraiment nous manquer. Et on commençait à imaginer la suite, ce qui pourrait se passer, la prochaine étape. Et puis aussi tout le climat actuel politique, surtout aux États-Unis, qui commençait à nous donner des idées sur ce qu'on pourrait faire si on faisait une histoire de science-fiction. Puis plutôt que de partir sur des personnages nouveaux, on s'est dit pourquoi pas essayer de ramener nos personnages, leur faire de nouvelles aventures, surtout que Glénat nous demande la suite, IDW nous demande la suite. Donc on l'a fait. Parce que du coup, plus qu'une véritable suite, parce qu'au final, à la fin d'Infinite Loop, vous moquiez un peu le principe de reboot même qu'on a dans les comics mainstream. Donc là, vous faites plutôt une sorte de spin-off. Donc c'était aussi un choix délibéré de prendre cette forme plutôt que de vouloir donner une suite à un bouquin dont le principe c'est de repartir à Oui, l'infini. en fait, on s'était dit que ça pourrait être pas mal de faire des stand-alone stories, un peu comme on peut trouver aux États-Unis, c'est-à-dire plutôt anthologie en fait, plutôt pas procédurale mais anthologie. Et plutôt que de à chaque fois essayer de créer des nouveaux personnages et de repartir à zéro, garder les mêmes personnages et traiter des sujets qui nous intéressent dans la science-fiction et surtout permettre à des lecteurs qui n'ont pas forcément lu le tome 1 de sauter dedans et de tout comprendre. Dans les reboots, qui sont à la base la raison principale pour laquelle DC et Marvel continuent à refaire des numéros 1, etc., c'est pour accrocher des nouveaux lecteurs. Quand tu arrives et que tu n'as pas l'impression de connaître l'histoire, tu n'as pas envie de te lancer dedans. Économiquement parlant, c'est aussi intéressant de faire ce genre de choses parce qu'on peut essayer de conquérir un nouveau lectorat au passage. Par contre, du coup, la différence principale, c'est que Elsa, tu dessines plus. Donc, vous avez confié le dessin à Daniele Di Nocolo. Vous l'avez rencontré avec Power Rangers Pink ou ça n'a rien à voir? Parce qu'il est dessinateur sur la série et tu fais les couvertures pour le titre. Oui, c'est ça. C'était quand on s'est rencontrés pour la première fois? À New York. Voilà, c'est ça. Donc, il a dessiné la série Pink Power Rangers pour laquelle j'ai fait la couverture. Et je crois qu'il est venu à notre table, on a commencé à discuter, on a super bien accroché dès le début et j'adorais ce qu'il faisait dans les intérieurs de Power Rangers. C'était vraiment super beau, c'est énergique, ça a une influence manga, mais juste qu'il faut, moi je suis pas très manga, mais il est un croisement je trouve entre le franco-belge, le comics et le manga, il a vraiment un truc unique, bien à lui. Et quand au moment où on a cherché un nouveau dessinateur pour Infinite Loop, on s'est dit Daniele, il était vraiment la personne parfaite pour... Et du coup, dans la foulée, on a aussi piqué la coloriste de Power Rangers et le lettreur. Donc en fait, on a exactement la même équipe que sur Power Rangers. Donc c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi bien et aussi vite. Et ils se connaissent, ils travaillent ensemble et voilà. Et du coup, c'est pas trop difficile de confier un peu son bébé à un autre artiste ou t'avais pas peur qu'il y ait des choses qu'il arrive à moins bien représenter? Parce que il y a aussi, par exemple, toutes ces idées de mise en page que tu avais avec, par exemple, les choix de narration à la fin des numéros, que là, par contre, qui ont disparu, ça aussi. Donc, comment vous avez travaillé sur cet aspect? Alors, déjà, c'est plus le même thème du tout que le tome 1. On n'est plus vraiment sur le thème du choix, mais sur la vérité et la perception de la réalité. Donc déjà, on savait qu'on n'allait pas partir sur le même type de storytelling. Après, c'était pas si compliqué que ça de confier nos personnages à quelqu'un d'autre. Je pense que ce qui a aidé, c'est qu'on lui a dit dès le début, essaye de faire tes propres designs. Donc on lui a donné un peu le constat, ce qui se passe, ce qu'elle fait. Anno qui devient Congresswoman, comment on dit en français
membre du Congrès. Donc du coup, il a refait les designs et tout de suite, c'était aussi ses personnages. Et après, ce qui a été un petit peu plus compliqué, c'est d'écrire spécifiquement pour lui en fait. Comprendre ses forces et en tirer meilleur parti. Sur le numéro 1, c'était encore plus compliqué parce qu'il y a 28 pages, il faut tout poser. Donc c'était vraiment intense. Mais là, sur le numéro 3, c'est vraiment super bien. Ce qu'il a fait, c'est... on commence vraiment à se comprendre l'un l'autre. Et je pense qu'on atteint quelque chose de vraiment intéressant. C'est marrant, j'en discutais avec Daniele tout à l'heure justement, parce qu'on a eu quelques petits couacs de communication sur... nous, on avait une idée qu'on voulait faire passer visuellement. Parce que certes, on n'a pas le thème du choix, mais on a aussi quelque chose de visuellement unique à cet arc-là. Et en fait, je crois qu'on a sous-estimé le fait que pendant le volume 1, le fait de travailler l'un à côté de l'autre, on a énormément communiqué sur comment on voulait, les petites nuances, comment on voulait que ça marche. Et comme Daniele étant en Italie, on n'a pas vraiment pu faire ça. On s'est rendu compte des fois dans les pages, dans les storytelling qu'ils nous envoyaient, qui étaient superbes, mais c'était pas exactement ce qu'on avait à la base écrit. Et c'était pas de sa faute, c'est juste que nous, ça nous a pris du temps d'arriver à bien mettre en mots exactement ce qu'on voulait, tout en lui en laissant assez de marge pour qu'il puisse s'exprimer en fait. Donc c'était un ajustement quand même, mais c'était intéressant. Et du coup, ça se passe comment pour la coécriture du script vous partagez les idées, vous faites du brainstorming, quelqu'un s'occupe plus des dialogues ou pas? C'est assez bien réparti en général. Donc on a un moment dans le mois où on coplotte, c'est-à-dire qu'on développe un peu l'histoire. Voilà, il va y avoir ci, ça à peu près, le pivot, cliffhanger, nanana. Après, Pierrick écrit le premier draft. Je m'en mêle pas, moi je suis sur mes pages, je fais autre chose. Et au moment où il a fini d'écrire son premier draft, je reviens et on reprend tous les deux et on réécrit ensemble en fait. Voilà. Donc dans ce Nothing But The Truth, vous appuyez aussi un propos sur la réalité virtuelle, comme a pu le faire par exemple Rick Remender avec Tokyo Ghost. Est-ce que vous pensez vraiment que ce genre de technologie peut être nocive pour l'évolution de la société et pour l'être humain en général? Oui, je pense que c'est assez clair dans le livre. Mais en même temps, moi, je peux pas raconter la fin parce que au début, je pensais à 100% que c'était nocif, que ça pouvait être dangereux, qu'il fallait être courageux, affronter la réalité. Et plus j'écris, et plus... en fait, au plus j'écris, je connais mes personnages, je vois pourquoi ils ont fait tel choix, et du coup j'ai de l'empathie, et en arrivant à la fin, je vais peut-être pas avoir le même raisonnement qu'au début, et je vais être sûrement beaucoup plus nuancé, et surtout sur ce qui est de se mentir à soi-même pour être heureux. Est-ce que le déni c'est bien? Est-ce que on doit utiliser le maximum de devices, je sais plus parler français, d'objets connectés pour altérer sa réalité, surtout que bon, on a les casques type Oculus qui sont quand même proéminents, qui sont fixes à quelque chose, mais on va arriver au Google Glass avec réalité augmentée, où il y a Microsoft qui travaille sur ça, c'est-à-dire qu'on pourra complètement meubler sa maison avec ses lunettes. C'est-à-dire que les tableaux affichés au mur seront uniquement dans les lunettes. Donc on pourra complètement alterner la réalité. Et ça, je pense que c'est une question intéressante à se poser. Est-ce qu'il faut aller dans cette direction-là ou pas? Au début, je pensais non. Et puis finalement, vers la fin, je commence à plus trop savoir. Donc j'ai pas encore écrit le dernier numéro. Je suis en train et je suis pas tout à fait sûr de ce que je vais dire à la fin. Okay. Est-ce qu'il y a une différence un peu justement de traiter ce genre de thématique, sachant que là vous écrivez directement pour le marché américain, sachant que la perception n'est pas forcément la même vis-à-vis du public français? Alors est-ce que... En fait, depuis toujours, je regarde que des films américains. Je lis que des comics, je regarde que des séries américaines. Donc en fait, je pense que la culture... Je sais pas ce que c'est la culture française en fait. Je pense que c'est surtout ça. Donc pareil, mon Twitter il est réglé sur les news américaines. Je lis le New York Times, le Washington Post. En fait, je suis vachement plus connecté là-bas, étrangement, même si j'habite en France. Donc quand j'écris pour eux, j'ai pas l'impression d'être le français déguisé qui écrit pour les Américains, mais d'écrire directement... Après, je pense que ce dont on parle, ce dont on a parlé dans le premier volume et ce dont on parle maintenant, c'est plutôt universel. Avec la mondialisation et comme tout se transporte d'un pays à l'autre, la question de se poser si la vérité, comment elle est utilisée, la vérité, le mensonge, comment sont utilisés par les politiques pour arriver à leur fin, pour avoir des influences sur les élections, ça, c'est les questions qu'on se pose aux États-Unis, comme on se pose en Russie, comme on se pose en Afrique, de partout. Donc je ne pense pas que ce soit spécifique à un marché en particulier. Non, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on peut quand même
un peu mettre une contextualisation dans l'apparition des 2 premiers tomes, parce qu'il y avait quand même tout ce débat mariage pour tous quand The Infinite Loop 1 est paru, et là avec tout ce qui est Trump, fake news, on sent aussi une grosse résonance avec le fait de voilà, les dealers de mensonges, on sent quand même une résonance particulière à l'actualité. Les Américains ont tendance en général à faire des trucs un petit peu plus grands, un petit peu plus bruyants que tout le monde, donc oui c'est vrai, avec Trump c'était le parallèle est assez évident, mais je pense que ça s'applique à pas mal d'autres situations. Du coup, cet engagement politique qu'on voit dans les 2 titres Infinite Loop, vous pensez que c'est des choses qui sont plus faciles à amener justement dans des projets indé Creator Owned plutôt que dans des séries à licence ou avec de gros personnages? En fait, oui. Et on devrait même pas essayer de le faire en licence, mais nous on essaye à chaque fois. Et à chaque fois on se fait refouler. Non mais sur des trucs qu'on a pitchés, on a essayé de mettre un peu de politique, mais autant chez Marvel c'est encore un peu le cas. C'est quand même, ça a l'air très à gauche sur pas mal de titres. Autant chez DC ça a été complètement annulé avec le Rebirth. J'ai l'impression qu'il y a vraiment plus de politique. Il y a un peu oui, il y a les symboles des super-héros qui sont toujours là, mais c'est quand même, je trouve, par rapport des fois Marvel, les personnages disent à haute voix limite des discours politiques, ça arrive pas chez DC, ça. C'est plus dans la symbolique. Ou alors je connais, j'ai pas tout lu chez DC, mais... Ça dépend des titres. Ouais, attends, je sais qu'il y a des non, je ne ferai pas. J'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus subtil chez DC que chez Marvel, où vraiment les personnages disent les choses vraiment clairement. Oui, forcément c'est plus facile en indé, surtout aux États-Unis où on a vraiment 100% des droits de notre BD. C'est-à-dire que l'éditeur n'intervient jamais dans la conception. Nous, on a une éditrice qui est géniale et qui nous file des conseils. Donc on la sollicite, mais on n'est pas obligé de la solliciter. C'est-à-dire qu'on peut faire nos trucs dans nos coins à partir du moment où c'est signé. Mais oui, on essaie quand même de placer un peu de politique dans nos comics. Mais je pense que depuis le premier tome Infinite Loop, on s'est rendu compte que c'était peut-être plus intéressant de poser des questions que de démontrer notre point de vue. Et c'est ce qui est encore plus intéressant sur le nouveau tome d'Infinite Loop, c'est que tous les personnages ont un vrai point de vue, et c'est pas genre le héros a son point de vue du bien et le méchant a son point de vue. Bon, le méchant est quand même méchant, mais il faut un antagoniste fort. C'est un peu obligatoire, mais son point de vue, plus on avance et plus on commence à se demander si ça se tient pas aussi. D'accord. Du coup, vu que je parlais un peu d'ici, justement, tu as fait Starfire, du Harley Quinn, Unstoppable Wasp, maintenant Power Rangers Pink pour les covers et aussi Star Wars. Vous les choisissez comment, en fait, les grosses licences sur lesquelles vous choisissez de travailler? Qu'est-ce qui paye? Non, en général, premier arrivé, premier servi, dans un sens, c'est ça, en fait. On a des trous dans l'emploi du temps, ils disent, est-ce que telle chose t'intéresse? Oui, voici... le schedule, est-ce que tu peux le faire? Et puis voilà, on n'est pas à un niveau dans notre carrière où on a tant de propositions en même temps qu'il faut choisir. C'est arrivé quelquefois, mais d'une manière générale, ça s'enchaîne plutôt de manière naturelle, quoi. Sur Star Wars, ça a été un peu différent parce qu'on est intervenu assez tôt dans le processus chez IDW, parce qu'en fait, ils nous ont contactés avant même d'avoir la licence, parce qu'ils voulaient convaincre Disney qu'il y avait un créneau un peu plus grand public jeunesse sur Star Wars et qui n'était pas exploité par Marvel. Et du coup, ils nous ont contactés il y a 1 an et demi, 2 ans, pour commencer à pitcher et essayer de convaincre Disney qu'on pouvait faire des choses pas mal. Et après, pendant 2 ans, on n'a eu aucune nouvelle. Donc là, je pense qu'il y a eu des négociations de contrat, des choses, mais on s'est dit, bon, c'est foutu. Et ils nous ont recontactés quand ils ont lancé pour pitcher l'histoire de Rey, qui finalement est allé à un autre scénariste qui avait beaucoup plus d'expérience sur Star Wars. C'est quelque chose de vraiment bien avec Lucasfilm, c'est qu'ils sont assez fidèles avec leurs scénaristes. Et du coup, plutôt que de prendre quelqu'un qui est à la mode à ce moment-là, ils vont vraiment prendre la personne spécialisée pour faire la meilleure chose possible. Du coup, il y a beaucoup de scénaristes sur la série Star Wars Adventures qui ont fait beaucoup de Star Wars avant, en fait. Donc je trouve que c'est assez fidèle à l'ambiance Star Wars. Donc du coup, comme on n'a pas eu l'histoire principale sur Rey, ils nous ont proposé de faire un backup. Je pense que c'était pour convaincre Lucas qu'on était capable de faire quelque chose. Le backup leur a bien plu, c'est pour ça qu'après ils nous ont proposé de pitcher sur Forces of Destiny. Donc là c'est un épisode entier sur Leia. Et ça se passe comment ces cas-là? Bon, on propose plein d'histoires. Généralement 99% marche pas parce que ça rentre en conflit avec le roman qui va sortir dans 2 mois, le dessin animé qui est en train de se faire. Je demandais que c'était vos libertés justement parce que vous jouez avec le canon en fait, on a de Star Wars. Et donc, 100% de liberté sauf ce qui rentre en conflit avec le reste. Ou alors, ce qui nous arrive aussi, on a commencé à pitcher, on développe, ça va pour être validé et là ils se rendent compte que le département dessin animé est en train de faire le même épisode que nous, donc on doit changer. Mais sinon, c'est assez libre
niveau créatif. Et surtout, ils encouragent à proposer des choses. C'est exactement ce que j'allais dire. Avec les licensors, des fois, on est un petit peu confronté à il faut que ce soit, attention, on a bien des codes précis, il ne faut pas sortir trop des cases, les lecteurs s'attendent à ça, ne proposons pas quelque chose de différent, attention. Avec Lucasfilm, c'est assez différent, ils sont très ouverts. En tout cas, avec Marvel, je ne sais pas du tout comment ils gèrent. Mais pour ce qui est de la ligne qu'ils font avec IDW, ils ont envie d'exploiter le comics en tant que médium. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec le comics qu'on ne peut pas faire dans les films, dans les séries, dans les dessins animés. Et du coup, ils sont hyper ouverts créativement parlant. C'est génial. On a eu une discussion avec le creative director de Lucasfilm quand on était à la Comic-Con de New York. Et c'était génial de discuter avec lui parce qu'on lui disait nos idées, on se disait est-ce qu'on pourrait... Mais allez-y, faites ça, rajoutez ça et tout. Et en fait, moi, j'aurais jamais pensé qu'avec une licence comme Star Wars, on puisse faire autant de choses vraiment osées. Et un autre truc intéressant, c'est que même si c'est pour les gamins, ils n'essayent pas de débiliser les gamins. C'est-à-dire qu'on utilise des mots que peut-être certains enfants ne comprendront pas, il faudra qu'ils demandent à leurs parents. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est par la lecture, et ils ont l'air d'avoir compris ça. Et du coup, avec Star Wars, vous êtes, je crois, les seuls Français à faire du Star Wars en comics. Et du coup, tu es un des très rares cas de scénaristes français qui réussit à s'exporter aux States. Il y a des barrières, sinon, en fait, pour réussir à percer. En fait, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ils sont persuadés qu'un Français ne peut pas comprendre la culture américaine. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas écrire pour ce milieu-là. Alors que c'est totalement faux, parce qu'ils nous envahissent depuis 30 ans. C'est impossible de ne pas connaître la culture américaine. Donc, je pense que ça m'a pris un peu plus de temps pour avoir leur confiance. Mais j'ai l'impression que ça commence un petit peu à aller. Bon, en même temps, ça fait genre 4 ans que tous les ans, ils me voient débarquer à New York Comic Con, ils me connaissent, ils connaissent mon travail. Mais je pense que ouais, c'est la barrière de la langue, c'est vraiment un gros problème. Je pense que ils voudront jamais essayer de prendre même un scénariste bon avec un anglais pas top et l'aider à perfectionner son anglais. Il faut que ce soit parfait tout de suite. Déjà parce qu'il n'y a pas le temps. Les délais sont tellement courts que là, par exemple, sur Forces of Destiny, ils nous contactent, ils nous disent la date, il faut rendre le comics dans 2 mois, il me faut le pitch dans quelques jours, donc il faut envoyer le pitch, et là, après, c'est 5 semaines de validation par Lucas. Parce qu'ils ont des personnes qui doivent vérifier tout ce qui rentre en conflit avec le jeu vidéo et les machins. Donc c'est vraiment des délais ultra intenses. Et j'ai perdu le fil de ce que je disais. C'est dur d'être scénariste. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a tellement d'enjeux et ça va tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de se dire celui-là, je vais l'aider avec son anglais. Ils se disent, ça va être une difficulté supplémentaire. Si c'est pas parfait tout de suite, si c'est pas du vrai anglais parlé, ils essayent même pas. Donc je pense que ça m'a pris du temps de leur montrer que je pouvais le faire en fait. Et qu'ils pouvaient compter sur moi et que je tiendrais les délais. Et que surtout je savais écrire aussi bien qu'un américain, quoi. Je pense que c'est aussi simple que ça. Et du coup, la pression de travailler sur une des plus grosses licences de la pop culture, ça va bien Ça fait des semaines que je dors plus. J'en rêve la nuit, je rêve de Tontons toutes les nuits. Non, c'est vrai. Hein. Je me réveille avec de la musique dans la tête, je l'ai tout le temps, je la chante tout le temps. Et c'est ouais. Pourtant, on fait une histoire qui est quand même relativement simple. Il y a quand même des enjeux parce que on a quand même réussi à raccrocher. Donc ça se passe juste avant le 5e épisode, avant Os. Donc on a réussi à le raccrocher avec des événements qui se passent. Donc il y a un vrai enjeu. Mais je sais pas, ça me... Vous avez pas peur des réactions des gros nerds fans de Star Wars qui risquent de vous tomber dessus J'avais plus peur sur le backup parce qu'on a fait quelque chose de complètement what the fuck au niveau de l'histoire. Mais je suis passé quand même, ils trouvaient ça fun et je pense qu'ils ont bien aimé le côté un peu old school des dessins. Ils ont bien aimé ce que ça leur a rappelé en fait. Mais non, pour l'instant ça va. Et ils nous ont bien soutenus sur les réseaux sociaux, ils sont vraiment cool pour l'instant. Mais bon, on verra. Ça c'est pareil, Alors moi je vais pas sur Twitter, je google jamais mon nom, je veux pas savoir. non, c'est vrai, il y a toujours des gens qui ont une vision d'une licence, surtout sur Star Wars, ou même Star Trek, c'est un peu le même genre. Ils ont leur vision à eux, et ils ont complètement le droit, et je pense pas que pour autant il faut qu'une licence s'enterre dans ce qu'elle a fait, donc c'est bien qu'il y ait des propositions différentes. Je vais pas aller regarder ce genre de choses. Je trouve que c'est se faire du mal pour rien. Voilà, des critiques c'est bien, mais elles seront pas très très objectives, je pense, dans ce genre de cas.
coup, entre donc, ces travaux et si on remet un peu en perspective votre carrière, depuis Infinite Loop, il y a quand même aussi une volonté de mettre en avant les personnages féminins dans tous les projets que vous choisissez. C'est vraiment quelque chose de conscient et que vous voulez mener jusqu'à... Hell yeah. Bah oui, bah clairement. Enfin, ce que j'adore avec Pierrick, c'est qu'en général, quand il pense personnage féminin. Le premier réflexe en général, c'est ça. C'est hyper important et c'est même pas une question de visibilité de machin, c'est juste que c'est normal qu'il y ait de plus en plus de personnages féminins. Tu sais bien les écrire. Moi, je préfère en général dessiner des personnages féminins, donc on s'accorde bien à ce niveau-là. Et ce qui est bien, c'est que les éditeurs ont une vraie volonté de faire des choses à ce niveau-là. Du coup, en général, c'est plutôt bien reçu. Donc juste pour continuer un peu sur le sujet des femmes, il y a un an, je t'avais interviewé, tu disais qu'il y avait de plus en plus de femmes dans le domaine des comics aussi, que ce soit au poste d'éditeur aussi ou d'artiste. Et par rapport aux événements récents, notamment l'affaire Weinstein, est-ce que le domaine des comics est épargné ou pas de ce genre de comportement? Alors, la société tout entière n'est pas épargnée par ce genre de choses. Ça arrive pas que à Hollywood. Le harcèlement dans la rue, le harcèlement au travail, le sexisme, le machisme, c'est un truc de tous les jours que cette affaire-là a fait ressortir. En fait, il n'y a pas vraiment de question à ce niveau-là. C'est le niveau du comics, le milieu du comics est un milieu comme les autres, inséré dans une société qui a du mal à traiter ses femmes correctement. Donc évidemment qu'il va y avoir ce genre de choses. Après, le cinéma, c'est un petit peu particulier parce que c'est vraiment un homme où les hommes ont des positions de pouvoir vraiment énormes, donc certains s'en servent un petit peu trop, mais c'est pas, comment dire, la société tout entière est comme ça, et ce serait bien de commencer à voir que c'est pas certaines affaires de temps en temps, ça arrive de partout, tout le temps, à beaucoup de femmes. Oui, j'ai pas grand chose à rajouter. En plus, à chaque fois qu'il y a, c'est déjà arrivé dans le comics, des éditeurs ou des artistes qui sont épinglés sur les réseaux sociaux et malgré ça, ils sont juste changés de poste ou on parle un peu moins d'eux ou il n'y a pas vraiment de réaction de ce côté-là. Heureusement, c'est rare et heureusement surtout les artistes féminines, les éditrices sont vachement plus coriaces que dans le cinéma où il y a une sorte d'omerta parce qu'en fait, c'est beaucoup plus dur de détruire une carrière dans le comics que dans le cinéma. Dans le cinéma, ça peut se faire en privé. En 2 coups de téléphone, quelqu'un est blacklisté, c'est foutu pour lui. Alors qu'une dessinatrice de comics qui va en parler, elle va être blacklistée sûrement par l'éditeur dont elle va parler, mais à côté de ça, il va y avoir toute une frange. Je pense par exemple à Tess Fowler, à qui c'est arrivé avec un scénariste il y a quelques années. Je pense qu'elle ne travaillera jamais pour l'éditeur qui emploie le scénariste, mais à côté de ça, elle a quand même reçu le soutien d'autres éditrices qui continuent de la faire travailler et elle a quand même sa série. Et, alors que dans le cinéma, ça serait foutu, quoi. Okay. Donc pour terminer sur une note un peu plus joyeuse, du coup, est-ce que vous voulez parler un peu de projets futurs que vous pouvez teaser ou même annoncer après donc Infinite Loop et Star Wars? Alors, j'espère qu'on va faire plus de Star Wars. Donc là, quand on aura fini cet épisode-là, on va essayer de continuer à pitcher. Il n'y a que ça à faire, hein, pitcher des histoires, qu'elles soient prises. Ça, j'aimerais bien continuer. Je pense qu'il y a un moyen, mais on ne sait jamais. Et donc on va faire une mini-série qui sera uniquement numérique sur des super-héros ados. Donc ça, c'est quasiment terminé et ça devrait sortir normalement... Je ne sais pas. C'est en auto-édition? Non, on peut pas dire qui est avec nous, c'est pas annoncé, on peut pas dire qui travaille dessus, mais bientôt. Donc ça, on a pris de l'avance, donc ça devrait sortir normalement toutes les semaines, comme une série télé, ça devrait être assez intense. Sinon, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On va peut-être finir Infinite Loop déjà. Tu me tends le micro, tu me Oui. Si, je vais te le donner. Tu me dis ça en famille. Oui, donc on a cette série qui devrait être annoncée bientôt. Moi, j'ai un peu plus de Star Wars prévu, mais c'est pas encore annoncé. Donc je suis super contente à ce niveau-là. Et d'autres projets aussi qui, pareil, sont pas encore annoncés, mais qui devraient se concrétiser en début d'année prochaine. Mais en gros, voilà, on va essayer de continuer à avoir cet équilibre de projets en creator own, donc qui sont nos propres bouquins, et continuer à faire de la licence en même temps. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on commence à coécrire, ça nous permet de faire plein de choses différentes. C'est-à-dire que moi, je fais des pages,
Pas forcément des bouquins que Pierrick écrit, mais ça nous permet de coécrire, nous permet de travailler ensemble quand même. Même si je dessine pas, je trouve qu'on a trouvé un bon rythme qui nous correspond bien. Ouais. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Merci.